Vous aimez notre contenu? Devenez membre en cliquant sur le bouton rejoindre pour accéder à des avantages exclusifs. Profitez d'un accès anticipé à nos nouvelles vidéos ainsi que de contenus réservés uniquement à nos membres. Vous pouvez aussi nous soutenir ponctuellement avec le bouton merci. Chaque geste nous aide à continuer cette belle aventure avec vous. On va le laisser terminer, oui. Mais attends, je me dis, mais on est où là? Mais vous n'avez jamais vu un pays sans dette? Vous n'avez jamais vu un pays sans dette? J'ai écouté Pedro aujourd'hui sur télévision émission qui dit qu'au moment où le Bénin va sur le marché international pour prendre des eurobonds, tout, le Sénégal est parti hier non, le Sénégal a été, c'est-à-dire qu'il y a une dette fictive qui a été découverte par les institutions de Bretton Woods. Hier, on les a bloqués. La FMI et la Banque mondiale leur a bloqué les prêts qui demandent. Ça s'est passé hier. Monsieur le guide, oui? Un instant, parce que nous sommes quand même sur un panel de vérité et oui? Il faut que les informations qu'on essaie de faire passer soient véridiques. Est-ce que cette dette-là qu'on a découverte, est-ce que c'est autant du nouveau gouvernement ou bien c'est autant de Macky Sall? Est-ce que vous avez cette information? C'est autant de Macky Sall. Autant de Macky Sall. Bon. Donc continuez alors. Oui. Et maintenant, à cause de ça, le Bénin, on a demandé, le journal a demandé, mais pourquoi le Bénin n'a jamais ces problèmes? Mais il dit que c'est à cause de la transparence dans le budget de l'État. Quand vous dites que c'est la transparence dans le budget, le Bénin a été classé premier, vous savez ça? Et on me dit, attendez, je vais finir, attendez. Donc, vous parlez de dette comme si, quand toi tu veux construire, quand vous voulez construire une maison là, vous n'avez jamais vu, vous voulez construire une maison sans dette. Vous n'avez jamais vu quelqu'un, même un individu sans dette. Toi, la personne qui n'a pas de dette là, toi tu n'as pas de dette. Vous avez vu un pays? Moi, j'ai pas de dette et je ne veux même pas l'avoir. Quand tu veux, je ne fais pas de dette, tu n'as pas de dette, ça veut dire que tu n'as pas d'ambition. Si frère, je ne fais pas des choses qui me dépassent. T'as compris? Mais attendez, quand même. Non, je vous dis, ne mettez pas de l'émotion dans ce que vous dites. Ok, monsieur le guide, encore une minute pour terminer. Et je vais rapidement aller sur... L'Africain, je peux mettre une parenthèse pour monsieur. Je veux rapidement aller sur le fait qu'on dit que les projets... d'abord. Oui, on dit que les projets, on ne connaît pas les coûts des projets. Mais qu'est-ce que vous racontez? On ne connaît pas le coût de quoi? Le budget national, là. Les coûts des projets, là, ne sont pas dans le budget national. Quand on veut le budget national, le budget national, c'est quoi avec? C'est quoi? C'est les moutons qui sont dans le budget national. Si tu veux connaître le coût d'un projet, c'est dans le budget, inscrit dans le budget national. Le budget national, c'est l'ensemble des dépenses et des recettes de l'État. Et maintenant, l'État va maintenant sur le marché international pour prêter de l'argent pour financer le budget. Le budget, les recettes constituent quoi? C'est nos impôts. Et maintenant, le financement extérieur qu'on prend de l'extérieur pour compléter, pour financer l'investissement dans le pays. Mais c'est comme ça. Donc, si quelqu'un veut le coût d'un projet ou d'une route là, il n'a qu'à aller dans le budget national. C'est les représentants du peuple qui votent. C'est pas eux qui votent. C'est le représentant du peuple qui vote. Donc, le représentant du temps, ça veut dire que si on vote à la majorité, ça veut dire que nous tous on a adhéré parce que la démocratie, comme vous le dites, c'est la loi de la majorité. Donc, ne venez pas ici dire qu'on ne connaît pas tel projet, le coût. Avant là, on connaît le coût de quel projet avant. Vous connaissez le coût de quel projet avant. Et pour finir, je me dire que aujourd'hui là, je défie quiconque qui va me dire le contraire. Tous les projets qui sont en œuvre aujourd'hui là, sur ce régime là, c'est financé par notre budget national. Tout. Sauf le projet de pluvial de Cotonou là. Le projet pluvial de Cotonou là. C'est seulement ça là que j'ai entendu qui a été financé par l'Union européenne. Tous les projets sont financés par le budget national. Je défie quelqu'un qui va me dire le contraire. Ok, le guide, merci beaucoup. Mais il faut quand même faire des observations. Si vous dites ici que tous les projets sont financés sur le budget national, il y a moins de 3 mois, le gouvernement allait prendre 1 milliard sur le marché international. C'est pour faire quoi? Est-ce que vous le savez? C'est pour financer le déficit budgétaire. Parce que c'est quoi le déficit budgétaire? Si notre budget nous permet de financer tous les projets, où est-ce qu'ils sont allés contracter le déficit? Je peux parler? Je peux vous expliquer? Oui, parlez, oui. Attendez tout le monde. Le budget national est composé des recettes et des dépenses. Et dans les recettes, les recettes sont financées par une partie, c'est par les impôts que nous payons. Et le reste, on va financer ça comment? Le reste,
le reste des ressources qu'on doit collecter pour financer l'investissement dans le budget là. Si une partie est couverte par les impôts, il faut aller sur le marché les choses là. Il faut aller sur le marché financier. Donc ce que vous aviez dit tantôt, ce n'était pas vrai alors, parce que si vous dites que tous les projets sont financés, c'est qu'on est autosuffisance. Cela veut dire que les recettes permettent de couvrir les frais de fonctionnement et de payer et de conduire les projets. Donc, si c'est ça, on ne doit pas avoir des déficits, c'est qu'on est balancé en recettes et dépenses. Donc, il se contredit. Attention. Non, je vais Oui, le sujet est très intéressant. On en discute souvent sur la toile à longueur de journée, parce qu'il faut reconnaître que la politique fait partie de notre vie. La politique nous influence directement, concerne notre vie quotidienne et peuvent agir de façon directement ou de façon indirectement sur notre manière de vivre. Donc pour cela, il est important de comprendre ce qui se passe dans notre cher pays et de savoir dans quelle direction on peut quand même aller. Donc je vais continuer en disant moi, par rapport aux dernières déclarations du président concernant son ami, ou bien son ex-ami, dirais-je, pour moi, cette déclaration montre tout simplement que ce gouvernement a été un échec sur le plan de leadership, sur le plan de concentrer le pouvoir sur des individus et non sur des institutions. Parce que quand on donne en fait des prérogatives, quand on donne assez de pouvoir à quelqu'un qui n'a été ni élu, ni nommé à des postes de responsabilité dans ce pays, qu'on lui donne le pouvoir de sécurité ou de renseignement du pays, pour moi c'est un danger pour les institutions. Parce que il y a des institutions dans ce pays qui se chargent bien de cela. Et pour cela, moi je dis bien que c'est un échec de leadership parce que on constate de plus en plus que c'est comme un pouvoir qui ne fait que créer des monstres en réalité. Parce que à chaque fois que on voit quelqu'un quitter le gouvernement, il devient tout de suite une menace pour la nation. Et c'est dommage parce que ce pouvoir normalement, sur qui moi personnellement j'avais compté, je pensais qu'il allait renforcer les institutions et non les hommes. Et j'ai été forcé de constater que j'ai été vraiment déçu que ce pouvoir ne concentre que ce pouvoir sur des intérêts personnels, si je peux le dire, en donnant autant de pouvoir à quelqu'un qu'on aujourd'hui qu'on ait l'humilité aujourd'hui de reconnaître qu'on est un complice de la création d'un monde qui devient une menace pour sa population. Ça, pour moi, ça constitue tout simplement un échec. Un échec dans ce sens-là pour ce régime. Je ne parle pas de l'échec total du parcours de l'homme, non. Je dis tout simplement que ces 10 ans-là nous a montré que on n'a pas misé sur les Béninois, mais on a compté que sur sa propre vision de gouvernance. Je vais finir en disant ceci. Il a eu de belles réformes, il faut l'avouer, il faut être sincère dessus, qui ont été mises en place et qui ont conduit notre pays à un niveau un peu élevé comparativement à ce qu'on a eu par le passé, pas de gouvernance qu'on a eu par le passé. Mais aussi, on a constaté qu'il y a beaucoup de réformes controversées qui aujourd'hui font la polémique et on en cessera de parler. Et pour moi, il est important de prendre par moment du recul et de réfléchir, de voir si toute décision, est-ce que ça tombe, est-ce que c'est maintenant qu'il faut l'appliquer? Parce que pour moi, la vitesse est différente de la précipitation. Et c'est comme on est en train de construire un Bénin qui n'est pas pour les Béninois.
n'est pas pour le simple Béninois. On est en train de construire un Bénin qui est beaucoup plus orienté dans, comment on dit, que les pouvoirs sont beaucoup plus concentrés pour les capitalistes. C'est-à-dire que nous avons à la tête du pays une personnalité qui est bel et bien un homme d'affaires et qui constitue un capitaliste. On voit que la gestion du pays est orientée dans ce sens. Et ce système-là ne fait que gruger, en fait, ne fait que diminuer, ne fait qu'augmenter, du moins, la pauvreté. Les plus pauvres deviennent de plus en plus pauvres et c'est ce que nous constatons dans ce pays. Pour moi, on a réussi à faire un certain nombre de choses, mais il y a beaucoup de choses sur lesquelles on pouvait se retenir et se concentrer sur d'autres choses pour pouvoir élever le niveau de vie des Béninois. Aujourd'hui, c'est catastrophique. Le niveau de vie des Béninois est totalement catastrophique. On voit de belles choses, mais en réalité, qu'en est-il des populations de ce pays-là? Je ne sais pas s'il est bien d'avoir sa maison bien propre et d'avoir des poches vides. C'est une interrogation que moi je me pose. Donc je vais chuter par là et laisser la parole à d'autres personnes avant de continuer. Ok, merci beaucoup le conseiller. Restez avec nous. Donc vous pouvez réagir aux interventions suivantes aussi. Monsieur Gilles, vous pouvez... Qui sont ici. Je fais partie de ceux-là qui n'aspirent pas ou bien ne partagent pas le point de vue de la plupart de ceux-là qui partagent la vision de la rupture ou bien comment on les appelle même. Et en tout cas, ceux qui soutiennent le gouvernement actuel. Moi, je l'ai détesté depuis quand il a commencé à faire fuir les opérateurs économiques, ceux qui sont amenés à créer de l'emploi. Depuis le départ de ces opérateurs économiques de notre pays, il faut reconnaître que les emplois sont détruits. Il y a pas mal d'activités que le privé offre ou bien offrait aux populations qui est parti complètement. Et on dit qu'on est dans le social, on est en train de créer des emplois à la DGID et autres là. Moi, je voudrais poser la question à monsieur le guide de me répondre dès que j'aurai terminé mon intervention. Combien l'État peut engager dans le public? Combien d'employés l'État peut engager? L'État ne peut pas tout faire. L'État fera ce qu'il peut. Et maintenant, les privés vont maintenant soutenir l'État. Ce sont les privés qui engagent même plus. Mais on fait fuir les privés, on rend la vie difficile, on bloque tout, on ne permet plus aux gens d'entreprendre, de pouvoir créer d'emplois, et on dit qu'on est en train de créer d'emplois. Moi, je ne suis pas d'avis avec ce que vous avez dit. Moi, je parle directement d'abord à monsieur le guide. Secondo, vous avez dit que Patrice Talon, il est panafricain. Bon, c'est vrai, il faut reconnaître que tout n'est pas mauvais dans le pays. Il y a des choses que le gouvernement de Patrice Talon, parce qu'il n'est pas le seul, c'est vrai, il est le guide, mais ils ont réussi à faire certaines choses, mais à quel coût? On fait des réalisations, la construction des routes ou bien la réhabilitation et autres, sans nous informer du coût. Je dis bien, on fait des réalisations sans nous informer du coût. Et puis vous dites qu'il est panafricain. En quoi? En quoi? Le panafricain, c'est celui-là qui aime son pays, aime l'Afrique, aime tout ce qui se fait en bien et fait le blocus maintenant aux éventuels profiteurs qui vont venir nous piller nos richesses et autres. Mais on voit que c'est encore celui-là qui, pendant les campagnes, faisait croire au peuple béninois qu'il est celui qui aime le plus le Bénin, au détriment de Zichou. Mais dès son arrivée, qu'est-ce qu'on a constaté? C'est que il était animé dans notre esprit, mais une fois arrivé au pouvoir,
c'est qu'il nous a fait, il nous a montré son vrai visage. C'est ce qu'on est en train de comprendre. On parle du social. Combien sont ceux-là qui profitent aujourd'hui du projet H? Combien? Vous parlez, d'abord, je ne sais pas si vous êtes au pays. Moi, je suis là. Et combien de personnes, de Béninois, bénéficient de ce projet H? Combien sont-ils? Les pauvres dont vous parlez là. Est-ce que vous avez des preuves? Et maintenant, vous parlez de Google. Tout le monde peut écrire sur Google. Et arrêtez-moi ça. Quand vous parlez de Google, mes excuses ainsi, je vous apporte directement. Google là, ça ne dit pas la vérité, surtout pour tout ce qui concerne les gouvernements. On en sait tous. Ça ne dit jamais la vérité. Mais vous basez, parce que vous n'êtes pas là, vous basez sur ce qui est écrit sur Google pour venir étayer les arguments ici. Non. Moi, je dis encore non. C'est pas ça. Ça ne peut jamais être ça. C'est pas ça. C'est pas la vérité. La vérité est sur le terrain. C'est vrai. La réalisation, la construction des voies et autres, là, ce qu'on voit et autres, c'est joli. Mais nous voudrions connaître le coût. Tout ce qu'on nous fait là, tout ce qu'on nous construit là. On veut connaître le coût, mais on ne vient jamais expliquer. Il a fallu que Guy Mitokwe interpelle ou bien vienne donner des chiffres pour que le directeur en charge, président d'un parti politique, vienne expliquer que c'était plutôt à tel milliard. On se fout de tout le monde, c'est comme ça. Quand vous confiez la construction de votre maison à un entrepreneur qui, au fur et à mesure, les choses évoluent, ne vous fait pas le point. Alors que vous avez déjà fait un programme de tel nombre de millions à dépenser. Mais on ne vous fait pas le point au fur et à mesure. Après, on vous dit que vous avez vu que c'est beau, c'est une belle construction, et bien on a dépensé tel milliard. Est-ce que vous serez d'accord? Non? Il faut tenir informé au fur et à mesure de l'évolution des choses. La personne saura, est-ce que j'ai les moyens? On entête le peuple sans même informer ce même peuple-là. Notre Assemblée nationale, notre constitution ne nous permettait pas par le passé d'aller orchestrer ou bien faire des prêts avant de venir informer les députés. Aujourd'hui, maintenant, parce que on veut toujours continuer à blâmer, on a fait créer des lois, notamment. Mais c'est pas bien, c'est pas ça, c'est pas comme ça. Quand on veut rester dans la transparence totale, il faut continuer à rester dans la transparence totale. Mais créer des choses pour empêcher les gens de voir clair dans l'affaire. Et on a rendu notre État un État policier. Je suis en train d'évoluer sur chaque secteur. Les agriculteurs ont produit sans l'aide de l'État. Et on les empêche de vendre sur le marché leurs propres produits, leur propre production. On dit que c'est l'État qui doit acheter. Et à quel prix? Nous ne refusons pas que l'État vienne payer. Non, mais ça profitera même à l'État. Mais on va produire et l'État vient dire que c'est à tel prix là que moi je veux acheter ça. Et il n'y a même pas de négociation autour. C'est ça ou c'est pas ça. Vous prenez ça comme ça. Et vous n'avez même pas le droit de faire sortir ça du pays. Comme ça, vous parlez du panafricanisme. Ce que vous nous avez fait écouter tout à l'heure là. Non, mais on connaît Talon. Mais c'est son habitude. Il vient dire, mais le contraire, il dit. La belle preuve, en 2023, il disait qu'il est pour une révision de la Constitution, mais qu'il ne veut pas, ou bien quoi, oui, qu'il ne veut pas qu'on touche à la révision de code électoral, mais qu'il ne veut pas qu'on touche à la Constitution. Mais vous avez vu ce qui s'est passé? Vous avez vu ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale? On vote une loi à l'Assemblée nationale, le soir, on vient changer les articles et on envoie ça. La Cour constitutionnelle est là pour valider. La Cour constitutionnelle est là pour valider. La Cour ne fait même pas lecture, ne cherche pas à comprendre. Cette loi qui est en vigueur actuellement, on envoie cette loi à la Sénat pour explication. La Sénat dit que lui ne peut pas donner d'explication par rapport à ça. Que d'aller se voir là-bas. Nous sommes dans quelle république? Monsieur Samuel, pardon, il faut bien préciser, hein. Il ne faut pas dire la cour de notre pays, là. Il faut dire la cour de comment il s'appelle même, là. C'est Joseph Tianon, mais quoi même, hein. Jacques Benou, là. Jacques Benou, voilà, il faut préciser la cour de Jacques Benou.
Aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, on est sous cette coup-là. Donc, quand les choses évoluent comme ça, vous devez avoir l'esprit de discernement pour observer chaque étape. Regardez, la dernière fois, la récente fois, un paysan achète ses vivres ou bien a emmagasiné ses vivres, on va, sous prétexte qu'il a l'habitude de les faire sortir du pays, mais pour l'empêcher de faire sortir à nouveau, on va tirer sur lui ou bien sur un individu. C'est parce qu'on les a ordonnés de tirer qu'ils sont en train de tirer. Mais quelle est l'action qui vient après ça? Aujourd'hui, c'est maintenant, après de nombreuses tueries qu'on a encaissées dans le rang de la police, c'est maintenant qu'on vient dire que quand un policier fait ça, il sera présenté un conseil de discipline, il sera radié, il ira en prison. C'est maintenant qu'on a commencé à dire ça. Depuis 9 ans, où on ne fait qu'observer des bavures policières, c'est maintenant qu'on veut recadrer le secteur de la police. Non, mais quand ça évolue comme ça, c'est pas bien, c'est vrai que tout ne peut pas être parfait, mais quand même, il faut... Je voudrais revenir sur un dernier sujet avant de vous... Excusez-moi, monsieur Samuel. Pour parler... Oui, non, un dernier point que je voudrais soulever. Vous allez continuer avant que moi je ne vous fausse compagnie. C'est juste une question que j'aimerais vous poser rapidement à vous tous. Oui. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Les suggestions, hein? Les solutions. Voilà. Qu'est-ce qu'on doit apporter? Oui. Voilà. Et terminer suggérer. Nous avons un débat dans Célène. Bavu policier, j'ai été victime de ça. J'ai été victime. Merci. Je vous comprends, hein? Tout ce que vous êtes en train de dire. Oui. Je ne suis pas dans le pays, je fais les allers-retours entre le States et l'Angleterre, comme je vous l'ai bien édifié tout à l'heure. Mais j'étais là la fois passée, c'était en 2023 en fait. J'ai subi vraiment de bavure policier, pas possible. Je suis d'accord sur tous ces points, tout ce que vous êtes en train d'édifier, y compris ce que monsieur le guide aussi a dit sur certains points, je partage son avis. Pépé aussi, ce qu'il a évoqué, tout ce qu'il a évoqué, je suis très conscient, c'est vrai, mais il y a la manière dont il est en train de le dire, c'est ça qui n'est pas bien avec certains mots qu'il est en train de faire truc-là, de faire sortir. Parce qu'on dit, c'est très important de communiquer, mais c'est pas seulement la communication qui compte, c'est la manière de communiquer qui est très importante dans la vie. Merci. Donc, tout ce que je veux vous faire, je veux juste en fait vous dire que qu'est-ce que vous en pensez? Et quelles sont les idées qu'on peut toutefois apporter et lui faire part? Merci. Mais je ne sais pas. Non, c'est très bien, c'est très bien dit. Je vous laisse continuer. Voilà. Et monsieur African, bon, bien sûr. Rapidement le guide, permets-moi de finir d'abord. J'ai presque terminé le guide. Oui, il reste juste placer un petit mot. 60 secondes Non, permettez-moi de finir mes 60 secondes. Je vais vous laisser parler. Alors, et après, le guide va répondre. Avant que je ne revienne sur la question de African Victory, je voudrais finir par parler de ce que c'est qu'un État d'abord, qui normalement devrait rester dans la continuité des faits. Tout ce que l'État, un gouvernement par le passé avait réalisé, devrait être continuel. On devrait continuer dans cette même lancée et parfaire d'autres. On a vu des logements sociaux qui, entre-temps, étaient construits par le régime du défunt président, qui avait réalisé certains projets de trucs là, des logements sociaux. Mais arrivé au pouvoir, ce régime a abandonné carrément ces projets-là. Ils ont carrément abandonné, alors qu'ils pouvaient faire l'état des lieux et voir ce qu'il faut améliorer et voir ce qu'il faut enlever du projet. Mais c'est pas leur problème. Ils ont abandonné ça. Tout est broussaillé aujourd'hui. Et on va construire des logements sociaux. On dit, ils appellent ça des logements sociaux, mais pour des riches. Pour des riches. Je ne sais pas quelle politique ils sont en train de faire là-dedans. Ou aujourd'hui, pour obtenir ne serait-ce qu'un appartement, le bas prix aujourd'hui, c'est 70 000. Alors que notre SMIC aujourd'hui, c'est 55 000 francs. Notre SMIC aujourd'hui, c'est 55 000. Et il faut débourser 70 000 francs. Pour qui on est en train de réaliser ces projets-là?
Est-ce pour des pauvres? Est-ce le social vraiment? Alors que quelqu'un vient de dire tout à l'heure, le social en Europe, c'est pas ça. Quand on parle de social, c'est que tout est gratuit. C'est ça normalement le social. Maintenant, moi, par rapport à la proposition dont vous avez parlé, qu'est-ce qu'il faut conseiller? Il faut conclure maintenant. Oui, qu'est-ce qu'il faut conseiller normalement au gouvernement quand ils sont là? C'est quoi? À défaut de créer, de construire des gratte-ciels, il faut construire, il faut évoluer avec le temps. Aujourd'hui, on connaît le niveau de vie des Béninois. Donc, il faut réaliser des choses qui peuvent leur permettre de subvenir. Même s'il faut apporter quelque chose là, que ce soit pas assez colossal. Et par rapport à la bavure policière, les sanctions qu'on attribue à un policier lorsqu'il commet ces actes-là, c'est trop truc là parce qu'ils se disent c'est à peine 3 mois je vais faire et puis je retourne. Et puis ils sont dedans et puis ils vont quand même faire le mal à l'autre d'abord. Et normalement c'est la radiation qui est la meilleure des solutions, l'emprisonnement aussi. Il faut leur tirer les oreilles par rapport à tout ce qu'ils font là. Donc maintenant, aujourd'hui, moi je ne suis plus prêt à suivre ce gouvernement là parce que j'ai été fâché. Donc, j'ai pas de conseil à leur donner parce qu'ils n'ont pas voulu nous entendre dans le temps. Aujourd'hui, normalement, depuis au moins quelques années, quand ça ne va pas et puis nous crions ça, ils doivent nous interpeller pour dire qu'est-ce que vous nous proposez, qu'est-ce que vous voulez. Normalement, c'est comme ça, organiser des séances et partout les autres là. C'est les mêmes personnes qui continuent toujours d'exercer le pouvoir d'État. Non, mais c'est pas bien. Okay. Donc, c'est sur ces points-là que je suis en train de terminer. Merci beaucoup. Ok, merci Samuel. Merci aussi à Grand Jour qui a partagé le live et tous ceux qui continuent de partager ou d'aimer le live aussi. Et là, je vais aller directement droit au but. Je vais toucher un peu le frère qui vient de sortir du live. Lui dire que ce pays est un et indivisible. Il n'aura pas de feu dans ce pays. Il n'aura pas de soulèvement. Rien de tout ça. Nous sommes un peuple mature. Et la population béninoise va décider en 2026 vous me recevez? Parfaitement, allez-y. D'accord. Donc, je disais tantôt, la population béninoise aura le choix de décider celui qui va continuer de diriger ce pays. Et ça sera sans coup de feu. Nous allons y arriver par notre rigueur, nous serons tous en tout cas, nous allons mettre tout en œuvre pour que tout se passe dans la quiétude. C'est ce que je veux dire, dans la quiétude. Donc, là, je suis pas du tout d'accord avec ce qui se passe aussi dans le pays. Il faut pas qu'on se leurre et ça ne va pas. Nous le savons tous, mais nous allons pas aller avec brutalité. C'est avec douceur, tout va se passer. Donc, c'est ce que moi je veux dire. Merci. Ok, merci beaucoup, monsieur Sergio. Ok. On va laisser la parole à Tiamos. Monsieur Tiamos, si vous m'entendez, vous pouvez prendre la parole. Ouvrez votre micro est fermé. C'est bon? Oui, c'est bon maintenant, oui. C'est bon, c'est ouvert? Oui. Oui, moi je vous remercie beaucoup de m'avoir donné la parole. Au fait, il n'y a pas de bilan négatif par rapport à n'importe quel mandat d'un chef d'État. De faire du bien à son peuple. Aucun chef ne vient au pouvoir dans l'intention de faire du mal ou de massacrer son peuple ou de ne pas chercher le développement de son peuple. Maintenant, dans toute action d'un gouvernement, ça avantage d'autres et ça n'avantage pas
est d'accord et une partie ne serait pas d'accord. Mais par rapport en 2026, il n'y aura rien au Bénin par rapport aux élections de 2026. Tout va se passer correctement. Comme vient de dire l'intervenant qui vient de passer, le Bénin est un peuple mûr. Et là où on l'attend, c'est les élections et le Bénin montre sa maturité. Regardez toutes les élections qui sont passées. Tout ces quel que soit ce que vous allez dire, ce que le Béninois veut faire, c'est dans son cœur. Et il va le faire aisément et sans gêne. Donc, il n'y aura pas de coup de fuite. Oui. Oui, ça a coupé par moment, donc on n'a pas tout entendu. Mais allez-y quand même. On vous écoute. Oui. Voilà, moi-même, j'ai remarqué tout à l'heure quand les autres intervenaient, ça coupe et puis ça revient. Je ne sais pas si c'est au niveau de la connexion au Bénin. Moi, je suis actuellement en Hollande, donc ce que moi je vais dire, et j'ai vu 10 ans de gâchis ou d'essor. Il n'y a pas de gâchis dans la gouvernance d'un chef. Tout ce que le chef, lui, il fait, c'est dans l'intention de faire du bien à son peuple. Et vous devez comprendre, quand les gens pensent que un homme a assez de pouvoir pour faire du mal à son peuple, non. Le programme de gouvernement de n'importe qui au monde qui prend le pouvoir, que ce soit aux États-Unis, en France, c'est de faire du bien à son peuple. Le président Patrice Talon n'a que fait ce qu'il peut faire. Il ne peut pas dépasser ce qu'il ne peut pas faire. Il a montré ses limites, il a montré ce que lui peut faire. Et il y aura un autre qui va venir montrer ce que lui-même il peut faire. Yaïboni a montré ce qu'il peut faire, Soglo, Kérékou, ainsi de suite. Chaque chef d'État est unique en son genre, en son temps. Et par rapport maintenant, et ceux qui pensent que si le peuple ne se soulève pas, le président Patrice Talon ne va pas partir, non. Le président Patrice Talon va laisser le pouvoir et organiser les élections et tout ce que les gens pensent que il y aura des votes, mais il n'y aura rien. Quelle que soit la loi électorale qu'on mettra au Bénin, d'abord, toute loi que vous taillez en votre faveur se retourne contre vous. Toute loi que vous allez tailler dans votre fille, qui serait uniquement une loi pour que ça vous avantage, va se retourner contre vous. Donc, tout ce que moi j'ai à dire à ce peuple béninois est que 2026, ne vous inquiétez pas. Ce que les Béninois veulent faire, c'est dans leur cœur. Ils ont chanté dans ce pays, non? Et Zinsoué, Rozodoué, Talon doit écracher, mais. Donc vous allez voir. Ne vous donnez pas de soucis, ni d'inquiétude. Moi, j'ai fini. Et ça fait plaisir que vous organisez ce genre de débat. Ok, moi, j'avais une petite question pour vous. Vous m'entendez toujours? Oui. Parce que vous avez dit avec assurance qu'il n'y aura rien en 2026. Est-ce que vous savez pourquoi il y a eu des violences, des tueries en 2019 et 2021? Est-ce que ces problèmes sont réglés aujourd'hui? Ok. Pour répondre à votre question de 2019, vous devez d'abord regarder et vous dites en fond, là où on a trébuché, c'est où? C'est par rapport à la gestion de l'Assemblée nationale du président Adrien Mbouidi en ce temps, avec des lois qu'il a fait passer par rapport à ces élections. On devait regarder là où on a trébuché. Moi, j'étais à Cotonou en 2019, et le 2 mai, tout ce qui s'est passé, on a vu ce qui s'est passé, mais l'erreur vient de l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, si l'opposition doit s'inspirer de l'erreur du passé, ils doivent corriger ce qu'ils doivent corriger. Les lois passent devant eux. Je ne sais pas comment ils s'arrangent, ça se vote, on le promulgue, et après on dit que la loi est mauvaise. Moi, c'est ce que je n'ai pas compris dans mon peuple. Vous êtes des représentants du peuple. Il y a des lois que vous voyez que la loi là, c'est pas bon. Et comment se fait-il qu'on le vote jusqu'à on le promulgue? Vous devez vous poser ces questions. Donc, vous faites une analyse profonde et savoir que ceux qui votent les lois là, c'est eux qui nous mettent dans les plus grands problèmes. C'est mon avis, hein. Bon, moi, j'aimerais rebondir sur ce que vous avez dit rapidement en disant que
les députés ou bien l'opposition voient les lois, mais ça passe. Mais vous savez bien le nombre qu'ils font et vous savez comment le système démocratique fonctionne. C'est une question de majorité. Donc, ils ne peuvent rien faire en fonction de leur nombre, en fonction de leur nombre comment dire, à l'Assemblée. Donc, convenez avec moi que si vous avez la majorité, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Et c'est pour ça que les chefs d'État cherchent toujours à avoir la majorité après avoir accédé au pouvoir. Donc, ne les culpabilisez pas. Ok, Monsieur Samuel, vous pouvez prendre la parole maintenant. Ok, oui, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Oui, bonsoir, oui. Oui, bonsoir tout le monde. Oui. J'ai suivi la première partie de votre bilan là. Mais moi, j'aimerais rebondir sur quelques aspects. Vous voyez, l'opposition béninoise n'est plus un modèle. Je ne sais pas s'il y aura d'autres oppositions, hein, mais l'opposition actuelle, là, ils ne sont pas un modèle. Et ils n'ont même pas de stratégie pour faire quoi que ce soit. Tellement le pouvoir en place a mis la barre très haute. Si on parle en termes d'infrastructure, ils ont mis la barre très haute. Ce n'est pas qu'en leur temps, rien n'a été fait. J'ai dit tantôt que Créco a fait, Soglo a fait, Créco 2 a fait, Yahi a fait. Mais ce que Talon est en train de faire, c'est-à-dire il a fermé la bouche à l'opposition. Maintenant, si vous devez, j'ai entendu quelqu'un parler de tueries et consorts. Non, écoutez, une opposition qui va à une élection, malgré les problèmes, cautionne cela. Si vous savez que vous ne voulez pas aller à une élection, ne participez pas. Restez à l'écart. On a vu dans des pays où l'opposition a envie de participer aux élections parce qu'ils ne cautionnent pas ça. Mais au Bénin, vous participez à la chose et après vous venez crier sur tous les toits. Non, ce n'est pas sérieux. En 2023, ils ont participé, ils ont eu 28 députés. Non? Ils ont accepté, ils ont cautionné. C'est eux-mêmes qui ont contribué à ça. Maintenant, au lieu de changer de stratégie, ils ne veulent pas changer de stratégie, ils demeurent toujours intacts. Le pouvoir actuel a déjà mis la barre très haute. Hein. Avant qu'ils ne le détrônent, ça ne sera pas facile. Parce qu'ils ont mis la barre très haute. Très haute. Si c'est cette opposition-là, n'espérez rien. Rien même du tout. Quand on prend même leur ensemble là, ils ne vous... Mais ils ne pèsent pas. Ils ne pèsent pas du tout. Ils ne pèsent pas pour faire quelque chose à ce régime. Est-ce que vous avez terminé parce qu'on ne vous entend plus? Monsieur Samuel, vous êtes toujours là? Ok, donc avant de donner la motion, je pense que c'est le conseiller qui demande une motion. Ok, avant de donner la motion, je voulais juste demander aux amis de continuer à partager, d'aimer le live pour que l'audience continue de grimper progressivement. Okay. Le conseil, vous pouvez prendre la parole. Oui, malheureusement, il est parti, mais moi, je voulais lui demander sur quel baromètre il mesure le poids de l'opposition. Je voulais lui poser la question. Quand il parle d'infrastructure, si c'est uniquement les infrastructures qu'il pense, ou bien de quelle stratégie il parle, moi, je voulais lui poser la question pour qu'il puisse mesurer le poids de l'opposition sur la scène politique. Il allait me donner ses arguments. Malheureusement, il est parti. Donc, peut-être quand il va revenir, il va m'informer des choses sur quel baromètre. Il a eu un petit souci. Ok. Donc, en attendant, on va donner la parole à M. Ndewenu. Monsieur Ndewenu, vous pouvez prendre la parole. Oui. Est-ce que vous pouvez me donner juste 2 minutes, s'il vous plaît, le temps que quelqu'un d'autre intervienne? Ok, donc on revient à vous. Oui. Je vous remercie. Moi, j'aimerais bien continuer dans le sens en disant, quand il parle de l'opposition, aujourd'hui, beaucoup de...
Je ne sais pas si c'est la connexion, mais est-ce que vous m'attendez? Tu vois Gilles encore? Mais Gilles encore, non? Monsieur, ok, juste je ferme le micro de... Ok, allez-y maintenant, c'est parce que quelqu'un avait laissé son micro ouvert. D'accord. Donc, moi, je disais, quand il parlait de l'opposition et il parlait du poids de l'opposition, moi, je voulais lui poser la question de savoir sur quoi il pèse l'opposition, quel est son baromètre, en fait, et qu'est-ce qui lui fait dire que l'opposition ne pèse pas sur la scène politique au Bénin actuellement. Et quand il parle du gouvernement actuel a mis la barre haut, là, il parle de quoi concrètement? Quelle barre? Qu'est-ce qu'il est en train de dire par là? Moi, j'aimerais mieux comprendre, en fait. Ok, on va lui permettre de répondre alors. Monsieur Samuel, vous avez entendu la question. Vous pouvez répondre. Oui, je viens d'arriver. Je n'avais pas tout servi. Je viens d'arriver. J'ai servi quelques phrases quand il a dit qu'est-ce qui permet à l'opposition de... Ou bien quoi? Ou bien qu'est-ce qui donne le pouvoir? Je ne sais pas s'il peut répondre. Là, je lui réponds. D'accord. Je disais, qu'est-ce qui vous permet de mesurer, en fait, le poids de l'opposition sur la scène politique? Quel est votre baromètre, en fait? Et c'est ma première question. Après, j'ai demandé aussi, qu'est-ce que vous mettez quand vous dites le gouvernement actuel a mis la barre très haut et que cette opposition-là, aujourd'hui, n'a pas de stratégie? Moi, j'aimerais bien comprendre ce que vous mettez dans la barre très haut, en fait. Quelle barre? Très bien. Très bien. Très bien. Je vais combiner vos deux questions ensemble. Parce que bon, la finalité, ça va aux fins utiles, quoi. Vous savez, aujourd'hui, quand vous allez au Bénin, même si vous partez au nord, même si on ne vous dit rien, la population parle des réalisations du président Talon. Même si la population ne parle pas, vous-même, vous marchez, vous sentez la réalisation du président Patrice Talon. Vous comprenez? Si on doit mesurer, ou bien si on doit peser, ou bien si on doit, aussi c'est que c'est une notation que nous devons donner entre l'opposition et le président. Parce que quand on dit l'opposition, ils étaient au pouvoir. De 2006 à 2016, ils étaient au pouvoir. Et si on doit donner une notation de 2006 à 2016 et de 2016 à 2025 actuellement, je crois que la note que le président Talon aura est nettement supérieure à celle de l'opposition. Je comprends vous parlez des lois, vous parlez du social. Oui, un régime vient avec son programme. Le régime actuel ne veut pas faire du social. Ils sont venus pour faire des réalisations. Voilà. Et si aujourd'hui, on prend un Béninois, je ne parle pas des Béninois qui vivent à l'étranger, on prend un Béninois qui est au Bénin. On le dit aujourd'hui, il faut noter le pouvoir en place par rapport au pouvoir passé. Je vous assure qu'ils vont donner l'opposition. Maintenant, quand il dit stratégie, l'opposition actuelle faisait face à tout ce proposer des choses. Ne parlez pas chaque fois des vilets ou bien des lois. Non! Depuis 2009, ça même chose, il dit, vilets, loi liberticide, non, ce n'est pas ça. Allez au contact du peuple. Expliquez ce que vous voulez faire après 2026. Laissez faire de loi, laissez faire des villes. Même si les villes rentrent, rien ne va changer. C'est ça, on parle de stratégie. Regardez la stratégie que les gens ont menée au Sénégal. Et ils ont pris le pouvoir. Mais c'est vrai que le peuple sénégalais n'est pas la même chose que le peuple béninois. Mais si vous voulez prendre un pouvoir et vous savez que celui-là, actuellement, avec ses réalisations, vous ne pouvez pas faire le débat avec eux, mais adoptez autre stratégie. Ne soyez pas tout dans la répétition, le retour des exilés, la libération. Non, tout ça le peuple sait. Mais vous proposez quoi? Je vais m'en arrêter là. D'accord, je vous ai écouté. C'est votre avis sur le sujet. Et je peux dire que c'est seulement ce que vous voulez écouter de toutes les déclarations que l'opposition fait et tout ce qu'ils essayent de dénoncer dans ce pays et toutes les propositions par rapport à un certain nombre de sujets d'actualité du pays. Par rapport aux infrastructures, ils en ont fait assez. Je ne sais pas si vous les suivez dans leur communication. Je ne sais pas, mais c'est votre avis sur le sujet. Et quand vous dites que la population aujourd'hui, quand ils veulent noter
l'opposition, pas non. Les gens qui sont au pouvoir, ce n'est pas la même chose. Et n'essayez pas de comparer les pouvoirs. Parce que il y a chacun avec ses objectifs quand il prend le pouvoir et autres et tout. Et si le gouvernement en place a orienté sa manière de gérer le pays par la réalisation des infrastructures, bon, il y a beaucoup d'autres secteurs sur lesquels on peut les attaquer et avoir des points. Donc, pour moi, ça reste votre avis et vous ne pouvez pas dire, là où vous êtes, de dire que cette opposition, non, ça reste votre avis. Mais la population, vous n'avez pas de statistiques qui vous donnent la cote de popularité de l'opposition ou si l'opposition pèse ou pas. Donc, ça reste une opinion sans fondement chez moi, en fait. Okay. Merci beaucoup. On va donner la parole à M. Ndewenu maintenant, qui est prêt pour prendre la parole. Oui, bonsoir Biafrica et bonsoir aux amis panélistes et à ceux qui nous écoutent aussi. Je vous remercie encore une fois pour le débat que vous avez posé, même si je lis dans les commentaires aussi quand j'écoute les propos que le débat ne sera pas l'un des plus apaisés. Toutefois, moi, je vais essayer de donner mon avis et j'espère pouvoir aller au bout cette fois parce que j'ai entrepris l'exercice la dernière fois et c'était un peu compliqué de développer dans les 3 minutes qui étaient imparties. Bon. Moi, je vais d'abord commencer par ce que j'aurais souhaité. Moi, j'aurais souhaité que tous les Béninois aient 3 repas par jour au minimum. Moi, j'aurais souhaité cela parce que aujourd'hui, un repas par jour est un miracle pour plus de la moitié de nos concitoyens, ça on le sait. Et je pense que on devra peut-être essayer un jour d'aller vers un type de revenu universel ou alors un minimum social qui puisse permettre aux gens en situation de précarité de pouvoir quand même se nourrir. Et ça, moi, je l'ai souhaité et cela n'a pas été fait par ce gouvernement, en tout cas pas encore. Donc, à ce niveau-là, moi, je n'ai pas de satisfecit puisque j'espère autre chose et que je ne l'ai pas. L'autre chose aussi que moi, j'aurais aimé, ça aurait été que ce gouvernement-là puisse garantir la santé à tous parce que, voilà, comparaison n'est pas raison, mais moi, j'ai lu des statistiques qui disent que plus de la moitié des médecins en Île-de-France, donc l'Île-de-France, c'est une région en France, sont béninois. Plus de la moitié des médecins en Île-de-France sont des béninois. Et là, on parle des médecins, hein, c'est-à-dire c'est sans compter les aides-soignants, les infirmiers, les agents de services hospitaliers, tout ce que vous voulez. Alors que pendant ce temps, au Bénin, le personnel soignant est, excusez-moi, quand même, soit médiocre, soit au chômage et très peu sont consciencieux. Et voilà, moi je pense qu'il faudra une politique pour intéresser ne serait-ce que les cerveaux qui s'expatrient. Je sais pas, proposer des choses comme la sécurité de l'emploi, l'amélioration des conditions de travail, la revalorisation des salaires, l'investissement dans le plateau technique des hôpitaux, la construction des hôpitaux de référence. Bon, là on nous a construit quand même une chose et là encore je reste prudent. Mais ce qu'il faut aussi, c'est peut-être mettre en place une sécurité sociale, quoi, et une mutuelle capable d'assurer la prise en charge des frais médicaux pour tous et surtout les moins nantis, parce que il y a certaines maladies aujourd'hui comme l'insuffisance rénale, les cancers et certaines maladies rares qui normalement doivent être prises en charge gratuitement par l'État, parce qu'on sait très bien ce que ces soins-là peuvent coûter. Et jusque là, aujourd'hui, on ne l'a pas. Donc, le constat, c'est qu'on est condamné à la mort quand on souffre de certaines maladies, hein, et qu'on n'a pas les moyens pour s'expatrier ou alors aller dans des cliniques privées qui proposent des soins, on va dire, en guillemets, de qualité. Donc, au niveau de la santé aussi, je ne suis pas satisfait. Et au niveau de l'éducation, moi, je pense que ce qu'on peut demander à l'État, le minimum, c'est quand même d'assurer une éducation, en tout cas une formation de qualité pour tous. Alors que ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que
l'éducation pour nos gouvernants, et c'est pas que ce régime-là, hein, pour tous nos gouvernements, c'est réduit à la construction d'écoles ou de lycées ou de collèges ou d'universités. Alors que l'éducation, au-delà des bâtiments, c'est un système qui devait être plus sérieux, alors que c'est parce que moi j'ai observé, hein, surtout avec le système d'Aspirana et tout. Moi, j'ai jamais été content de ce truc parce que bon, voilà. Donc moi, j'aurais voulu qu'au niveau de l'éducation, qu'il y ait quand même des choses, des propositions fortes, et pas que les cantines scolaires. Bon, là non plus, je n'ai rien eu. Voilà. Et au niveau aussi des emplois aussi, il y a que des emplois précaires qui ont été créés, hein. Moi, je pense que l'État doit être pourvoyeur d'emplois stables et pas d'emplois précaires, et pas seulement que les gens travaillent sur les chantiers de construction de routes ou de bâtiments. Ça, ce sont pas des emplois stables, ce sont des emplois précaires, et on sait pas pendant combien de temps ces gens-là cotisent pour leur retraite et tout. On n'en sait rien. Et aussi, j'ai parlé tout à l'heure du système d'Aspirana aussi qui, à mon avis, n'est pas terrible. Bon. Maintenant, quand moi je dresse ce tableau-là et que je dis que je n'ai pas été satisfait, est-ce que ça veut dire que je suis opposant à Monsieur Talon ou à son régime ou à son gouvernement? Pas du tout. Cela voudrait juste dire que, en tant que peuple, j'avais certaines attentes et que ces attentes-là n'ont pas été satisfaites. Maintenant, il y a d'autres qui ont vu leurs attentes satisfaites. Par exemple, ceux qui s'attendaient à ce que la route passe devant leur village ou dans leur quartier. Je pense que beaucoup ont été satisfaits. Bon, moi, c'était pas mes attentes, parce que j'estime que c'est quand les humains seront bien que on pourra profiter des infrastructures. Donc là, peut-être bien qu'on va faire des infrastructures, mais si les gens n'ont pas le minimum dont je viens de parler, je pense pas qu'ils vont en profiter. Il va y avoir que une élite déjà constituée qui va en profiter. Maintenant, je vais finir par parler aussi de l'opposition, parce que j'ai aussi entendu les amis panélistes qui m'ont précédé parler de l'opposition. Moi, vous connaissez ma position en Biafrica, vous connaissez ma position. Moi, je vous l'ai dit ici et je l'ai répété plusieurs fois que cette opposition-là, moi, ne m'intéresse pas, mais ne m'intéresse pas parce que je suis contre qu'il y ait des opposants dans un régime démocratique, pas du tout. Cela ne m'intéresse pas parce que cette opposition-là, je l'ai vue à l'œuvre. Il y a des choses que je lui reproche encore aujourd'hui. Pas un seul jour, je les ai entendus faire le mea culpa pour dire oui, nous avons été aux affaires. Effectivement, nous avons fait ceci de bien, mais également nous avons fait ceci qui était pas bien. Et on aimerait bien nous corriger si les Béninois nous confiaient une prochaine fois les clés de la marina. Donc, en aucun moment, cette opposition-là ne s'est excusée de tous les travers qu'il a commis. Ensuite, cette opposition-là, qu'est-ce qu'il nous propose aujourd'hui de façon concrète qui puisse nous faire rêver, à part nous dire que oui, le code électoral ou libérer les prisonniers politiques. Oui, bon, maintenant, nous, concrètement, moi, en tant que Béninois, en bas de l'échelle, ce qui me concerne, ce qui me regarde, ce dont moi j'ai besoin, le minimum vital dont j'ai besoin, est-ce qu'ils en parlent? Pas du tout. En tout cas, moi, je n'ai pas ouï dire, je n'ai pas entendu cela de leur bouche. Tout ce qui les intéresse, c'est leur poste, c'est leur carrière politique et pas le peuple tant que ça. Donc c'est dommage si on a de ces oppositions-là. Et moi aussi, j'ai pas trouvé mon compte dans la mouvance. Donc je fais partie peut-être des gens qui voteraient un bulletin nul si j'avais à choisir encore une fois entre cette opposition-là et Monsieur Patrice Talon et son gouvernement. Donc, je pense que nous aussi, on doit être écoutés. Les opposants doivent être écoutés, les mouvanciers, mais il y a aussi nous autres qui ne trouvons notre compte dans aucun des deux camps et qui sommes, n'est-ce pas, désœuvrés et qui seront obligés en 2026, s'il n'y a pas une alternative sérieuse, de mettre un bulletin blanc. Maintenant, j'aimerais pour finir inviter à la cohérence de notre opposition parce que moi, j'ai déploré le fait qu'il soit parti aux élections alors qu'il déplore ce code électoral. Je ne peux pas, en mon âme et conscience, déplorer quelque chose et aller pactiser avec la chose. Cela n'est pas sérieux. Il ne serait pas parti aux élections avec ce code-là, avec tout ce truc-là, tout ce brouillard, et qu'aujourd'hui, on aurait compris leurs propos. Mais ils ont voulu sauver le siège, ils ont voulu sauver leur carrière politique,
Et maintenant que ça n'a pas réussi, ils reviennent pleurnicher pour que encore le peuple, en tout cas ceux qui veulent bien, puissent monter au créneau et crier et dire que l'opposition est malmenée alors que cette opposition ne pense qu'à son intérêt. Bon, je dis ça et je laisse le crachoir aux autres amis qui languissent forcément de me contredire. Merci beaucoup, messieurs Ndévrenou. Donc, merci à tous ceux qui sont encore avec nous, tous ceux qui sont là. Donc, merci à ceux qui continuent de partager le live pour qu'on monte en audience. Donc, merci beaucoup de continuer à aimer et à partager le live surtout pour encourager d'autres à se joindre à nous, à donner leur point de vue. Donc, je vais donner la parole maintenant à Monsieur Dossa. Monsieur Dossa, vous pouvez ouvrir votre micro et prendre la parole. Monsieur Dossa, si vous êtes là, vous pouvez prendre la parole. Oui, bonsoir, vous m'entendez? Bonsoir. Oui, c'est bon maintenant, oui. On vous écoute. Ok, Monsieur Dossa, on ne vous entend plus. Peut-être Monsieur Dossa n'est pas prêt. On peut prendre d'abord le guide. Le guide, si vous êtes prêt, vous pouvez prendre la parole d'abord. Et le temps qu'on règle le président Talon. Oui, allô? Ah, ok. Donc, on n'avait rien entendu. Je ne sais pas si les autres qui nous suivent ont entendu quelque chose. Mais continuez maintenant, on va voir si c'est bon. D'accord. Donc, okay. Je remercie les panélistes et je remercie de l'opportunité que vous nous offrez. Je n'ai pas grand-chose à dire. Les prédécesseurs ont pratiquement tout dit. Moi, je voudrais juste aborder le sujet, c'est-à-dire le fait d'opposer. C'est difficile, au fait, pour nous aujourd'hui. Si vous voyez bien, c'est difficile d'opposer la mouvance à l'opposition. Si je parle de l'opposition, je fais allusion au régime précédent. C'est difficile, d'autant que quand vous prenez le régime Talon, vous voyez plus de la moitié des acteurs de l'autre régime devenus subitement acteurs de ce régime-là. Et quand vous prenez l'opposition, vous voyez des têtes, et beaucoup de têtes. Je prends par exemple Rondeté, qui a été opposant au président Soglo. Vous voyez par exemple Guy Mitokpe, qui sont aujourd'hui des acteurs de l'opposition, mais qui n'étaient pas acteurs. Vous voyez un peu? Donc, il est difficile aujourd'hui d'opposer les deux camps et de faire un procès. Et quand je fais allusion à mon prédécesseur tout de suite, qui demande à ce que l'opposition reconnaisse ses torts, ça va être difficile. Ça va être difficile pour quelqu'un comme Rondeté ou quelqu'un comme le porte-parole aujourd'hui, Guy Mitokpe, de vouloir reconnaître des torts qu'il n'a pas commis. Vous voyez un peu? C'est très difficile. Et donc, opposer les deux camps, la mouvance et l'opposition, aujourd'hui, qui était aux affaires hier, ça va être très difficile. Pour résumer tout, je voudrais dire que c'est les mêmes acteurs, au fait. C'est les mêmes acteurs. Hier comme aujourd'hui, c'est les mêmes acteurs. Ça va être difficile pour les Béninois de faire la part des choses. Autrement, on ne verrait que la tête de Yahi et de Talon. Voilà. C'est les deux têtes que nous sommes en train d'opposer, alors que les vrais acteurs, ils sont autour d'eux. Voilà un peu ce que je voulais dire. Bonsoir, mes très chers. Là, je viens d'écouter, en fait, Monsieur Guide, là. C'est Guide ou Gide, je ne sais pas. Je ne sais pas si vous m'entendez. C'est Monsieur Guide, ok. D'abord, je vous remercie, vous. D'abord, sincèrement, je vous remercie pour votre participation de fait de rassembler beaucoup de personnes, nous les Béninois, en fait. Bon, moi, je suis entre les États-Unis et puis l'Angleterre, actuellement. Donc, grand merci à vous tous. Bon, je vais pas trop tarder là-dessus. Ok.
Ok. Donc, je vais essayer de m'exprimer un peu plus en fond et en français, si possible. Tout ce que je vais essayer de vous demander à nous tous. Bon, moi, je suis pas trop dans la politique de toute façon, mais si quelque chose se passe au Bénin ou n'importe quelque chose qui se passe qui va pas, ça nous concerne nous tous. Donc, c'est ça. C'est la raison pour laquelle je me suis permis de laisser deux mots. J'aimerais juste demander à tout le monde et à Monsieur Guide aussi que de prendre la patience. C'est la patience. N'oublions ok. On sait que ce qui se passe au pays, sur certains points, c'est pas bien. Hein? Le soir, nous comprendre. Bon. Hein? Le président, la mère de la vie. C'est de cette manière qu'il va essayer de repartir. Donc, soyons plus patients. Nous, les Béninois, nous sommes assez matures et très intelligents. OK? Et nous, Béninois, FIFA, c'est tout ce que moi, je peux toutefois demander. Mais les boulots pas à faire au bel homme. Hein? Bon. Sur certains points, c'est bon, ça délai. Hein? Certaines choses, il a fait, c'est bien. Bon. Mais bureaux pas faire. Côté de l'aide, moi-même qui suis ici, je méconnais mon pays. Je fais aussi partie, par exemple, je fais aussi partie des personnes à qui ils ont pris les terrains à Togbin, là, ainsi de suite, et beaucoup de choses. Bon, mais pourtant, je mets de l'eau, en fait, dans mon vin. Donc, c'est ça. Il y a beaucoup de choses qui se passent pas bien, effectivement. Je suis entièrement d'accord. Mais, et on n'a qu'à s'asseoir. OK? Nous tous, et puis, réfléchissons, essayons d'évoluer main en main. Et s'il y a des choses à lui dire, il faut qu'on lui adresse, au moins, si possible, en fait, des lettres où je sais pas par quel moyen on peut toutefois essayer de le contacter, des fois, hein, et lui dire que ça, on ne veut pas. Parce que les gens qui sont dans le pays, eux ne peuvent pas lui parler. Ça, nous tous, on est conscients de ça. Et si le rougnier, mais des si le rougnier de toi-même. Ouais. Donc, c'est la patience et puis, évoluer, main dans la main. Hein? Mais des beaucoup médias. Donc, c'est ça. Merci beaucoup. Ok, merci beaucoup, cher ami. On va laisser la parole à Pépé maintenant. Pépé, si vous êtes prêt, vous pouvez prendre la parole. Ok, merci, cher ami et Bi-Africa. Comment vas-tu? J'espère que tu vas bien. Hein? Oui, très bien, merci. Oui. La semaine se déroule, comment va? Oui, ça va bien. J'étais en train de prendre note. J'ai pris beaucoup de notes. Hein. J'ai pris beaucoup de notes. Et je vais retourner la question à un truc là, à Nundé Renou, qui a dit que l'État doit s'assurer de l'éducation. Je vais dire ceci. L'État qui doit s'assurer de l'éducation primaire pour tous nomme un député qui, à la télévision, dit, je cite, « Je n'aime ça ». Il n'aime pas ou il aime. C'est la question que je vais lui poser. Parce que moi-même, je ne comprends plus rien. Hein. Sans vous mentir. Je ne comprends plus rien. Parce que normalement, l'éducation primaire, elle est assurée pour tous, hein, selon l'OMS. Et puis, si le Bénin se dit membre de cette organisation-là que moi j'appelle un machin, tout comme la CEDEAO. Bah, sans vous mentir, il y a beaucoup d'interrogations à se faire là-dessus, à propos de l'éducation. Parce que moi, je le dis chaque fois. Et c'est un truc à refonder, à réinitialiser. Il faut formater des cerveaux pour en arriver. Et par rapport
cet énergumène-là, celui que moi j'appelle le mannequin des présidents, et son ami Olivier, moi je vais dire que je l'avais vu venir. Hein. Moi je l'avais vu venir depuis très très longtemps. Du moment où il a commencé à pourchasser Sébastien Adjavon comme un rat de brousse à la queue blanche, moi je n'aurais jamais douté qu'un jour son plus jeune poulain va se retrouver aujourd'hui derrière les barreaux, et ce dans des conditions déplorables à ce qu'il paraîtrait. Il faut se poser de réelles questions. Comment est-ce que nous nous sommes en arrivés où un seul individu tire les ficelles de tous les côtés, que ce soit dans la politique, que ce soit dans la justice, que ce soit au port, que ce soit dans les affaires, et que ce soit encore dans quoi? Dans les hôtels, oui. Parce que je sais, hein, nous savons tous, c'est un partenaire, on va dire que c'est un associé à part entière dans les trucs là, les chaînes Novotel. Nous savions tous comment il s'est enrichi. Et quand le guide il a parlé de quoi même? Il a parlé du secteur social. Monsieur le guide, moi, je ne vous connais pas. Et si je vous connaîtrais, en vérité, vous et moi, si nous sommes en train de causer ou si nous sommes en train de rire, c'est que nous avions pris une pause stratégique ou une pause technique. Parce que à cette heure-ci, là, nous serions en train de nous tabasser fort. Ouais, comme sur un ring, comme sur un tatami. Tu as dit quoi? Tu as dit que sur le plan social, il a fait le projet H. Le projet H, c'est à quel coût? Ça nous revient gratuitement ou ça nous revient comment? Parce que ici en Europe, quand on dit le social, c'est quelque chose qui revient pratiquement gratuit aux gens. Hein. Et non endetter nos enfants sur un long terme à l'avenir. Tu as bien fait de ne pas parler des infrastructures, sinon je t'aurais fusillé. Verbalement, bien sûr. Tu dis que oui, qu'il a fait du social, mais les agents du cadet qui ont été licenciés, et tu peux me dire aujourd'hui où est-ce qu'ils travaillent? Est-ce qu'ils travaillent à la GIZ tous? Ou est-ce qu'ils travaillent à l'ATDA? L'ATDA, je sais très bien, c'est cette nouvelle agence-là, agence territoriale, oui, pour le développement agricole, qui a pris la place du cadet. Et je connais très bien parce que c'est mon domaine. Je suis spécialiste en développement rural, économie et sociologie rurale. Donc, je fais une thèse dessus. Donc, monsieur le guide, arrêtez de fanfaronner sur tous les toits. Parce que le guide, j'entends ça souvent, plus souvent. J'entends que vous êtes passé par-ci, par-là, où vous avez dit quelque chose qui plaît ou qui ne plaît pas aux gens. Moi, si j'étais vraiment en face de vous, on serait en train de se boxer. Fort, je te dis. Et je ne pèse pas mes mots. Et je l'ai dit partout où je passe, peu importe la personne qui est en face de moi, je lui dis la vérité, peu importe la couleur de sa barbe. Oui, Pépé. Oui. Vous m'entendez? Je n'ai pas fini, s'il te plaît. Je n'ai pas fini.
Je n'ai pas fini. Je vais vous laisser finir. Je voulais juste faire une petite observation, quoi. D'accord. Ok, c'est juste pour dire que dans nos propos, il faut qu'on évite d'utiliser des propos qui peuvent être interprétés comme violents et puis des mots qui peuvent être considérés comme insultants. Donc, le respect dans tout. Le respect mutuel. Le respect mutuel. C'est le guide qui parle, je vais te répondre. Non. Bien Africa, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Non, ce que je dis, c'est valable pour tout le monde, pas seulement à vous seul. Donc, je le dis pour tout le monde. Écoute, tu sais, mon frère, écoute, à des moments donnés, il faut prendre la chicotte, il faut prendre la lanière derrière les Africains. Parce que nous, on ne peut pas le faire physiquement, on ne peut pas prendre la chicotte et se mettre derrière les gens comme des chameaux ou bien comme des ânes. Non, on ne peut pas, il faut parler verbalement. Il faut faire sortir des mots. Mais quand même là, vous avez quel âge là? Ou bien on va allumer vos cerveaux avec quel briquet? Non, monsieur Pépé, s'il vous plaît. Ce qu'il est en train de dire, ce n'est pas par rapport à vous, mais par rapport aux restrictions de TikTok. Puisque quand vous utilisez des mots, on va se battre. C'est que TikTok sanctionne. C'est de ça qu'il parle. D'accord, j'ai compris. Je vous concède ça. Je vous concède ça tout ce soir. Voilà. Par rapport à... Quoi encore là? Il a dit quoi là par la suite? Il faut dire... Voilà, j'ai dit qu'il faut dire... Voilà, là où il disait que Patrice Talon est... Quoi même là? Qu'il est panafricaniste. Moi, je dirais panafricaniste de... M-E-R-D-E. Ils nous prennent pour des C-U-L-F-E-S-S-E ou bien quoi? Ça vous mentir, j'ai envie de dire le mot là et si c'est pas à cause de ce que vous aviez dit tout à l'heure là. Ils nous prennent pour des... je ne sais quoi. Mais quand même là. Nous ne sommes plus des enfants et nous sommes déjà réveillés, c'est pas aujourd'hui. Voilà quelqu'un aujourd'hui qui traite son meilleur ami de monstre, alors que vous mangez dans le même plat. On dit souvent que les oiseaux de même plumage volent ensemble. Mais parfois, il y a des exceptions qui confirment vraiment la règle. Et ceci est vraiment l'exception qui confirme la règle. Un monstre qui traite un autre monstre de plus féroce que lui. Il dit quoi, hein? Que le Bénin n'a besoin de rien, c'est ça? Le Bénin n'a pas besoin d'une aide extérieure. Et il faut dire quoi? Moi, je vais dire il faut dire que le Bénin est capable d'entrer en conflit avec son pays, un pays voisin, un pays cher. À nous, les Béninois, à Niger, qui ne mangent pas du dambou ici. On a beau les critiquer, on dit que c'est eux qui font les gangs pour blé. Mais nous savions tous, quand nous allions à Zongo, quand nous galérons avec 200 ou 150 tonnes à manger d'ambou avec des feuilles de moringa, et qui ne connaît pas les vertus du moringa. Il n'y a pas ce mouton-là ici qui va me dire qu'il ne connaît pas les vertus du moringa. Ok, Pépé, il vous reste encore 60 secondes pour terminer. Je vais finir tout dire quoi là maintenant. Par rapport. Bon, je vais dire quoi. Il ne faut pas condamner tout le monde hein, comme ça. Bon, je vais dire que chaque régime a sa M-E-R-D-E et aussi ses andouilles. Merci. C'est ce que j'avais à dire. Merci beaucoup. Ok, monsieur Samuel Guegbedji. Ah non, juste un instant. Il y a le premier Samuel, j'ai oublié son nom, Akilas, qui avait une motion. Oui, je vous permets de faire votre motion avant de donner la parole à Samuel Guegbedji. Oui, au fait, moi j'aimerais apporter une clarification par rapport au secteur de l'éducation. Avant que Pépé n'arrive, il y avait
Déou qui avait parlé de l'éducation. Et moi, j'aimerais apporter, c'est-à-dire ma motion sur ça. C'est-à-dire, au niveau de l'éducation, quand vous parlez des enseignants aspirants, en d'autres termes, c'est des vacataires. C'est des vacataires qui gagnaient leur vie dans des lycées et collèges avant. Mais aujourd'hui, talons à réglementer cela. Aujourd'hui, maintenant, quand vous prenez un aspirant, il peut gagner jusqu'à 200 000 par mois. Et c'est là qu'il va aller quelque part pour aller faire la vacation. Non. Il a déjà son emploi du temps. En fait, quand vous prenez ce régime, ils ont réorganisé beaucoup de secteurs. C'est ce que moi, je vais ajouter. C'est vrai que c'est difficile, on n'était pas habitué à ça, à cette réorganisation. Ça va prendre du temps, mais on va s'habituer. C'est ce que moi, j'aimerais dire. Merci. Merci beaucoup. Monsieur Samuel Guebedi, maintenant. Est-ce que je peux, vu que j'ai été apostrophé pendant cette motion, si vous voulez? Ah, ok. Donc, on va permettre de vider ça d'abord avant d'aller. Ok, monsieur Ndé, vous pouvez aller. Merci bien. Écoutez, moi, quand je déplore le système de l'aspirana, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit que... alors, vous venez de dire que ce sont des vacataires qui, maintenant, sont payés directement par l'État et non plus par les censeurs ou les directeurs de collège comme cela se faisait avant. Mais il y a aussi des aspirants dans le primaire aussi. Et parmi le nombre de ces aspirants, il y en a beaucoup qui ont fait l'école normale supérieure, donc qui ont fait des études pour être des enseignants titulaires. Ils n'ont pas fait des études pour être des enseignants contractuels toute leur vie. Encore pire, aspirants. Et cela n'empêche que des vacataires existent toujours. Donc, ce que moi, je voulais dire, c'est que ça serait peut-être bien qu'il y ait plus de titulaires qu'il y en a d'aspirants et que les statuts soient quand même respectés quand les personnes investissent dans de longues études pour pouvoir, à la fin, à être des agents à part entière dans le système éducatif. Il y en a qui ont fait l'ENS, il y en a qui ont fait l'ENI, et j'en connais plusieurs qui ont fait l'ENS, qui ont fait l'ENI et qui sont aujourd'hui aspirants et qui le sont depuis le début du système. Et donc, quand ces personnes-là seront titularisées, quand est-ce qu'ils seront vraiment fonctionnaires à part entière puisqu'ils ont fait des études pour. C'est pourquoi j'ai dit qu'il y a création d'emplois, mais il n'y a que création d'emplois précaires. Oui, tu permets oui, le guide. Oui, comme je l'étais apostrophé. Merci Jules pour ça. D'abord, je voudrais dire à Pépé là que si je dis quelque chose et puis il pense que ce que je dis n'est pas vrai, il n'a qu'à apporter la preuve. C'est qu'il n'a qu'à Google ce que je dis avant de venir me parler. Je sais qu'il est frustré, c'est l'un des frustrés de la République. Moi, je suis pas frustré. Mais je vais le dire, il vient de mentionner quelque chose, que le projet H, c'est à quel coût? C'est comme si les gens paient pour ça. Il a menti, c'est faux. Je lui dis, c'est faux. Si je mens, il n'a qu'à apporter la preuve. J'ai ça devant moi, sur Google. Donc, il n'a qu'à Google avant de venir raconter des trucs comme ça. Le projet vise à accroître la capacité et l'accès aux services sociaux de base, ainsi qu'aux opportunités économiques de façon durable et équitable aux Béninois, notamment les plus démunis. On ne peut pas demander l'argent aux plus démunis, c'est faux. Il a menti, c'est tout ce que je veux mentionner. On va permettre à monsieur le guide de répondre à tout ce qu'il a entendu. Ok, merci Jules. Tu es tout. Je voulais répondre à Samuel, mais avant, je voulais mentionner quelque chose sur le contrôle de l'Africain. Et Africain, tu es d'accord avec moi que là où tu es, si le policier te fait une injonction, tu ne respectes pas, il t'abat. Et rien ne va se passer. Si je mens, dis-moi que je mens. S'il te dit, roule les mains, hands up, et tu fais la tête, il t'abat, et rien ne va se passer. Africain, est-ce que ce que je dis, c'est vrai? Nous sommes dans un film, ou bien nous sommes aux États-Unis? Non, Africain, je dis, je passe sur le contrôle africain. Monsieur le guide, vous voulez que je mette une parenthèse là pour vous répondre, c'est ça? Ok, je ne vais pas trop tarder là-dessus. 2 secondes d'abord, il faut que j'essaie de vous éclairer sur certaines choses. Bon,
Moi, je suis arrivé dans ce pays-là juste pour acquérir des connaissances et pour pouvoir, en fait, desservir ces connaissances dans mon pays natal, donc, il y a certaines choses, c'est bien. De l'autre côté, c'est pas bien. Maintenant, on dit que, aider nos dates, tout le monde, traiter mes candidats, de partir de mes billets, moi, mais c'est pas tout ça. Au moins, tu confies ce qu'il dit. À confirmer les. Moi, je suis très direct. Je ne dois rien à quelqu'un qui n'a pas le bon Dieu. Le bon Dieu d'abord, bon, Meiji, Béton, Agbeboyede, mais les points bas. Les points bio, c'est les points bio. Donc, tu confies ce qu'il dit, à confirmer des données. Il y a certaines personnes, effectivement, je suis en train d'arriver là-dessus. Il y a certaines personnes, et il y a certains policiers qui sont comme ça. D'autres qui sont comme ça, effectivement. Je suis entièrement d'accord. Mais eux tous ne sont pas comme ça. Bon, tout ce que je suis en train de vous faire comprendre par là est que, lui, c'est Rodoyede. Le Béninois, le Bénin est un pays respecté. Très respecté. C'est que Bénin ont respecté Bénin dit au Togo, mais depuis quelques années, disons, et ça, ils m'ont, c'est plus ça. Tu vas nous dire d'une manière que. Moi, je vais dire quelque chose. D'Abidji, le côté de l'air. Mais il doit faire du rôle, midi. Vous voyez, je vais dire quelque chose. Monsieur le guide. Oui, je vous écoute. Je vais dire quelque chose. Il dit qu'aux États-Unis, le policier va t'abattre une université. C'est faux. Donc, je ne faut pas si tu intimides l'ordre et tu le fais parce qu'il dit. Non, écoute, monsieur. Il va se passer. Il ne faut pas couper ça. Ne coupe pas ce que il dit. Non, c'est vrai. Non, à ma quand tu dis de tenir le guidon, le volant, par exemple, et de le volant. Il tabac. C'est vrai. Il tabac. Il tabac. Tu peux même le fils d'un président, il s'en fout de tout. Il s'en fout du tabac. C'est comme ça. Ah oui, tabac. La réalité des États-Unis est que tout le monde a un port d'âme. Tout le monde a une âme. Et le flic est armé, le civil est armé. Le Bénin, les gens n'ont pas de port d'âme. On n'a pas autorisé les Béninois, il n'y a pas de magasins où on vend les armes. Les États-Unis, quand vous parlez des États-Unis, tout le monde est armé. Donc ça fait que quand le policier est devant un citoyen, c'est qu'il est en face d'un homme armé. Et la première des choses qu'il te demande, les mains contre ta voiture ou tu n'enlèves pas les mains du volant à cause de l'arme. Ce n'est pas le cas du Bénin. Donc, vous ne comparez pas deux choses qu'on ne peut jamais comparer. Les gens sont des fusils de guerre, les AK-47, tout le monde, les enfants vont à l'école avec les armes. Ce n'est pas pareil. Et c'est ce que je suis en train de dire. Personne n'est armé. C'est-à-dire que, monsieur le guide, nous devons sensibiliser tout le monde. Quand vous voulez donner des exemples, prenez des exemples, des choses qu'on peut comparer. Non. Tu veux comparer le Bénin aux États-Unis, je te dis non. Maintenant, non, on peut dire quelque chose. Le guide, je veux dire quelque chose à le guide et il va nous répondre simple. Tout à l'heure, quelqu'un a parlé des propositions. Quand le président parti Talon prenait le pouvoir, l'huile est à combien? Le sucre est à combien? La farine de maïs est à combien? Le maïs est à combien? Le gari est à combien? Tous les produits de première nécessité sont à combien? Quand il prenait le pouvoir, et aujourd'hui, c'est à combien? Qu'est-ce qui a augmenté cette taux d'inflation? Je te dis que c'est la guerre en Ukraine. La guerre en Ukraine qui a fait ça. Non, la guerre en Ukraine n'affecte pas le paysan qui est en train de produire le maïs au Bénin. Le maïs n'est pas importé, le gari n'est pas importé. Je peux te répondre? Ok, les amis, on va permettre à monsieur le guide de répondre et puis comme ça, on va mieux s'entendre. Oui, monsieur le guide, tu vas nous dire le taux de pauvreté était à quel taux quand il prenait le pouvoir? Aujourd'hui, c'est à quel taux? Donc, à partir de ces points, quand tu veux développer un pays sans mettre la population au cœur de ton développement, point. Et la troisième question pour finir est que notre démocratie a été impactée par le système de la rupture, oui ou non? Bravo. On le laisse répondre, s'il vous plaît. On laisse monsieur le guide répondre à cette question. Je vais répondre à ce qui m'a interpellé rapidement avant de répondre aux autres. Ok, tu dis que pourquoi tout est cher, tout et tout. Mais ce n'est pas seulement le Bénin, c'est pas tout. Après le Covid, mais tout est devenu cher. Je défie quelqu'un qui va me dire que dans le pays où il est là, que tout est rose là-bas. Mais américain et africain, toi, mais tu sais combien plein de sans-abri il y a chez toi là-bas? Il y en a plein. La pauvreté, c'est partout. Après le Covid,
Je défie quelqu'un qui va me dire dans tel pays là, tout est rose là-bas. Au contraire. La pauvreté, ça s'empirait avant même Covid. Hein. Ça s'empirait avant Covid, pardon. Ok. Mais attends, avant là, on était riche avant. Au Bénin. Avant, on était riche. Il n'y avait pas de pauvreté, les gens mangeaient à leur faim. Mais le kilo de l'euro dans le temps là était à combien? Avant qu'il ne vienne au pouvoir là. Le kilo de l'euro était à combien? Attends, mais tout. C'est seulement Bénin. Dis-moi, réponds d'abord, oui. C'est seulement Bénin. Monsieur le guide, un instant. Il y a des effets exogènes qui ont fait que ça affecte tout le monde, tous les secteurs. Et au contraire, au moment où ça dit que ça affecte plus d'autres pays, mais le président Talon, mais il a subventionné beaucoup de choses. J'ai suivi le ministre du commerce la dernière fois, qui a dit que jusqu'à aujourd'hui, 210 milliards ont été injectés dans le secteur d'hydrocarbures pour financer, pour subventionner l'essence. Mais il l'a dit. Elle l'a dit, la dame là, la ministre, il l'a dit. Donc tu ne peux pas dire que c'est spécifique au Bénin, et c'est seulement au Bénin que au moment tout est fini, tout est... il faut... Ça dit qu'on ne mange pas. Mais attends, on a empêché quelqu'un de prendre son salaire. Quand tu travailles là, tu as ton salaire. La pauvreté, c'est partout. C'est dans tout. Même la première puissance aux États-Unis. Il y a les pauvres. Africains, si je m'en il faut me dire, il y a plein de pauvres. Les gens dorment dehors. Moi, j'ai vu dans les États, tu vas même dans les États de Californie, tout ça, les gens dorment dehors. Plein de gens dorment dehors. Qu'est-ce que vous croyez? Je peux me permettre de vous poser. Attendez. Je réponds à un monsieur qui me parle de combien d'emplois l'État peut créer. Écoute, nous tous, on est à l'école. L'État ne crée pas les emplois. L'État développe, c'est-à-dire l'État favorise le climat des affaires pour permettre au secteur privé de venir créer d'emplois. C'est le secteur privé qui crée d'emplois. L'État recrute dans les fonctions régaliennes, comme la médecine, l'armée, la sécurité, tout ça, l'enseignement. C'est dans ce secteur-là que l'État, l'État recrute. Mais le recrutement, on a vu. Le recrutement, on sait comment ça se passait avant, on sait comment ça se passe aujourd'hui. Vous ne pouvez pas me dire que c'est faux. Moi, je suivais l'ETB une fois où on faisait le concours dans l'armée, la police. Mais j'ai vu même le chef d'état-major avec caméra pour filmer tout ce qui arrivait, pour qu'il n'y ait pas de fraude. Moi, j'ai vu ça. Quand on me dit, moi, j'ai pas encore la réponse. Attendez, quand on me dit que les opérateurs économiques fuient à cause de quoi? Les opérateurs fuient le pays. Mais attendez, écoutez. Arrêtez de mettre de l'émotion, du sensationnel dans ce que vous dites. Mais un opérateur économique, si tu fais la fraude, tu vas répondre. On a chassé tous les opérateurs économiques du pays. Les gens ne viennent pas. Vous allez me dire que les gens ne viennent pas. Mais vous voulez, au lieu d'encourager celui qui est là, à assainir le secteur, qui fait que quand on découvre que tu fais la fraude fiscale, mais tu vas répondre. Moi, j'ai entendu qu'il y a même des opérateurs économiques, les Libanais là, qui m'excusent, chose là, qu'il y a des opérateurs économiques qui vont à la BCAO déclarer 10 milliards de chiffre d'affaires, mais viennent au niveau des impôts pour déclarer 10 millions. C'est dans ça qu'on va rester. C'est dans ça qu'on va rester. On collecte les TVA, on ne verse pas. Mais aujourd'hui, le monsieur a fermé. Il a fermé tout. Il a digitalisé tout. Tu ne peux rien faire. J'écoutais le ministre des Finances la dernière fois qui disait que tous les matins, quand il se réveille, quand il ouvre son ordinateur, il regarde les caisses de l'État. Il regarde tout. Si tu voles dedans, ça veut dire qu'on lui a donné de solabille. C'est le paragraphe. Tout est transparent aujourd'hui. La preuve, je vais vous faire écouter. Si je mens, je vais vous faire écouter un petit truc là de quelques secondes. Une analyse de Kazmi Pédion aujourd'hui. S'il vous plaît, monsieur. Juste quelques secondes. Je nous fais écouter les quelques secondes. Attendez, juste quelques secondes. Non. Oui, Pépé. Ok, laisse-moi parler. C'est mon temps de parole. Laisse-moi parler. Pépé. C'est mon temps de parole. Ok, monsieur le guide, attendez un instant. C'est moi qui fais écouter les choses là. Avant là, je vous ai laissé
je préfère que vous développez pas vous-même. Dites, comme vous l'avez déjà écouté, dites-nous, résumez ça pour nous. Parce que mais le Sénégal, à tout le monde de faire écouter des audios, c'est que on va passer la d'accord, je comprends. Mais j'écoutais. Monsieur le guide. Non, attendez, je vais finir, je n'ai pas fini. Tiens, attends d'abord. Le fait qu'on l'interrompt tout le temps là, ça fait que son temps de parole, ça s'allonge indéfiniment. Vous aimez notre contenu? Devenez membre en cliquant sur le bouton rejoindre pour accéder à des avantages exclusifs. Profitez d'un accès anticipé à nos nouvelles vidéos ainsi que de contenus réservés uniquement à nos membres. Vous pouvez aussi nous soutenir ponctuellement avec le bouton merci. Chaque geste nous aide à continuer cette belle aventure avec vous.